Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Prendre Kiev et faire chuter le pouvoir semble être l'objectif de la Russie au lendemain de l'opération militaire lancée jeudi 24 février 2022 par Vladimir Poutine. Le président de la Fédération de Russie est donc déterminé à faire tomber Volodymyr Zelensky. Il a rappelé ce vendredi les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir à Kiev en renversant le président et son entourage qu'il a qualifié de néo-nazis et de drogués. Prenez le pouvoir, je le cite, entre vos mains, il me semble qu'il sera plus facile de négocier entre vous et moi. Fin de citation. A donc lancé Vladimir Poutine à l'armée ukrainienne dans une intervention retransmise à la télévision russe. Alors que l'effort principal se porte sur Kiev, où des premiers combats ont éclaté, la diplomatie russe ne baisse pas les bras. Sergei Lavrov, son chef, reconnaît que son pays est prêt à des négociations avec l'Ukraine, emploie une invasion russe si celle-ci dépose les armes. Pendant ce temps-là, le reste de la communauté internationale se font un communiqué qui condamne cette invasion ou alors font des annonces de sanctions économiques à l'endroit de la Russie, annonçant un bilan de 137 morts pour la première journée de l'invasion. Volodymyr Zelensky a fini par regretter que son pays se retrouve laissé seul face à l'armée russe. Le président ukrainien a d'ailleurs appelé à la mobilisation générale des Ukrainiens de 18 à 60 ans, interdit ainsi de quitter le territoire national. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi présentée par Nadine Diambou. Je vous retrouve après pour Equinox Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Invasion militaire russe en Ukraine, s'achemine-t-on vers une troisième guerre mondiale? Pour en parler, nous avons reconduit la même et on va donc recommencer avec Éric Pépin-Bicaye. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à l'ensemble de mes co-panélistes, bonsoir à nos militaires spectateurs et bonsoir également à nos compatriotes de la diaspora. Et Ukraine Ukraine notamment, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine ils sont partout. Oui, ils sont partout, l'Ukraine, Russie. Oui. Mais de manière plus précise, l'Ukraine a ouvert ses frontières à de nombreux étudiants camerounais pour se former notamment dans les métiers de la médecine. Vous avez des nouvelles pour le moment, non. Mais quel qu'en soit le cas, lorsqu'il y a une mobilisation, des mouvements de troupes dans un pays comme celui-là, généralement, les expatriés qui viennent des pays faibles sont les plus exposés. Je pense que les Ukrainiens eux-mêmes sont en train de prendre toutes les dispositions pour pouvoir sauver les vies. Il est urgent également que nos États du sud du Sahara également essayent de mettre sur pied des chaînes de solidarité pour que ceux de nos compatriotes qui se retrouvent au front en Ukraine puissent être sécurisés dans les pays soit voisins, soit être rapatriés au sein de leur famille. Voilà, merci Éric Pépin-Bicaye, enseignant d'histoire et de géographie. Bonsoir Éric Yambi. Bonsoir. Écrivain, voilà, vous avez écrit, entre autres, j'ai entre mes mains, Le poids colonial de la France, entre façonnage, errance et autolibération en Afrique noire francophone. Voilà. Tout à fait. Le 7e, vous l'avez Oui, dit? le 7e, oui, voilà. C'est le 7e. Le 8e en préparation. Celui-ci est paru. Sur quoi? L'anthropophagie politique en Afrique noire francophone. Ah oui, et après ce sera sur l'Ukraine? On verra bien. Ah, on verra bien. Merci Eric Yambi. Oui, voilà. Permettez que j'adresse une salutation déjà à un enseignant. Il s'agit de William Gassam qui est à Toronto. Et un inconditionnel d'Equinox Soir. C'est Roger Nen qui est ici à Douala. Oui. Sans parler évidemment du tonton Djiki. Pourquoi inconditionnel? Moi je veux comprendre. Il ne manque pas une émission d'Equinox Soir. Vraiment pas du tout. Il est toujours devant son petit écran et après les émissions, il a toujours des réactions.
Donc c'est un véritable point focal. J'allais oublier le tonton Jiki Pierre qui est du côté de Fonjomeko, non loin de notre usine de transformation de fèves de cacao du propriétaire Naoussi. Il est vraiment responsable du secrétariat général de ce comité de développement. Un autre inconditionnel qui porte la voix du débat équinoxois là-bas. Merci. On salue ces inconditionnels. À côté de vous, Dr Freddy Lacmé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Sèche. Voilà, vous êtes géopoliticien, géostratège, c'est bien cela? Bien entendu. Voilà, merci. En face de vous, un autre géostratège, lui c'est le docteur Dalvaris Goudjou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes companélistes. Et merci de m'avoir invité. Voilà, docteur Dalvaris Goudjou, est-ce qu'on peut dire ce soir que l'objectif de Poutine est clair? Il faut renverser Zelensky? Peut-être avant de répondre directement à votre question, vous avez posé une question très importante liée à nos compatriotes, à notre ami Bikaï. Oui. Effectivement, en Ukraine? Oui, en Ukraine, nous avons... Vous avez des nouvelles? Oui, c'est pas très facile pour eux. Ils sont quand même très nombreux. Entre 15 et 20 000 étudiants sont là-bas. Vous savez, les conditions pour aller là-bas sont relativement faciles. J'en parlais avec un étudiant en Ukraine? Oui, c'est relativement abordable. J'en parlais avec un hier, il dit vraiment, vous savez, chez eux, ils ont des systèmes d'alarme, de sirène quand il y a des bombardements. Avant cela, vous êtes prévenus. Il dit que... comme en Israël. Exact. Il dit où ils sont logés, il y a eu des coups de sirène et c'était comme un moteur, un truc comme ça, on est venu toquer pour leur dire de rentrer. Puis chez eux, dans la plupart des États de type soviétique, ils ont des bunkers adaptés à cela. Donc quand il y a des cris de sirène, chacun rentre dans le bunker. Mais c'est très très difficile pour eux, mais ils tiennent et pour eux, ils ont dit que les autorités ukrainiennes prennent disposition avec eux et toute la population pour sécuriser tout le monde. Mais c'est pas très facile quand même. Et certains ont appelé au président Paul Biya de prendre disposition pour qu'il puisse rentrer. Vous savez, beaucoup de pays avaient appelé à ce que leurs ressortissants quittent. Ils pensent que ça va durer, ce gars? Le problème, c'est pas de durer, c'est qu'est-ce que vous allez sortir vivant. Même si ça fait une seconde et que vous n'êtes pas vivant quand vous sortez, ça fait problème. Donc en fait, ils ont appelé les autorités camerounaises, si c'est possible, de les faire rentrer dans le pays. Puisque même les Ukrainiens, beaucoup quittent pour partir en Russie et en Pologne, etc. Voilà, je reste donc avec vous, Dr Goudjou. Il faut faire tomber Zelensky? Oui, apparemment. Absolument. Oui, c'est ça l'objectif? Apparemment. Ça va être extrêmement difficile de déterminer. Ça va être difficile? Non, je vais dire... connaître l'objectif final. Vous savez, les Russes, c'est des gars, c'est des jeux d'échecs. Mais je crois que Poutine a été clair, hein? Il demande de faire un renversement. Il s'adresse à l'armée. Oui, justement, il s'est adressé à l'armée tout à l'heure. L'armée ukrainienne. Exact. Il a demandé il pense qu'il peut mieux négocier avec les militaires, qu'il faudrait que les militaires prennent le pouvoir, donc faire tomber Zelensky. Mais maintenant, parce que vous savez, dès les premiers temps, on s'est dit qu'il voulait seulement sécuriser le Donbass et Lugansk. Oui. Ensuite, on s'est dit qu'il voulait augmenter la grande frontière administrative du Donbass. Mais maintenant... Vous avez regardé la cartographie de l'Ukraine hier, les points où l'armée russe a, on va dire, bombardé. C'était pas seulement... Justement, c'est pourquoi j'ai dit c'est difficile de déterminer les objectifs. Mais maintenant, ce matin, par exemple, ils prenaient l'aéroport de Kiev avec 200 hélicoptères. Tous les éléments qui étaient là-bas, ils ont été neutralisés. Ça veut dire qu'ils ont vraiment déployé le matériel lourd. Et jusqu'à tout à l'heure, même quand je quittais, le quartier général, l'état-major même à Kiev, les soldats étaient en train de fuir. C'est pourquoi vous avez fait... Oui, l'appel le maire de Kiev, quand il dit... Oui, dans tous les pays sérieux, quand on dit mobilisation générale, ça veut dire tout le monde qui peut prendre une arme, une fourchette, un couteau, il prend pour faire quelque chose. Ça veut dire en réalité, c'est quand on a une déperdition totale. C'est pourquoi on peut se dire que d'abord, premièrement, peut-être objectif de parcours, faire tomber objectif de parcours, premièrement, sécuriser Donetsk et Lugansk, aller au-delà avec la frontière après Mariupol, et au-delà de cela, faire tomber Zelensky. Mais maintenant, est-ce qu'au niveau de Zelensky, est-ce qu'il va s'arrêter seulement à faire tomber Zelensky? Parce qu'on a comme impression qu'il veut aller au-delà, c'est-à-dire voir dans quelle mesure avoir un pouvoir qui lui soit favorable à Kiev de manière permanente et voir dans quelle mesure utiliser l'Ukraine comme un État tampon. Parce que dans tous les cas, il n'aimerait pas être en frontière directe avec un État qui soit favorable par le temps. Voilà, on va revenir sur l'homme Zelensky dans un instant. Docteur, dites-moi... Est-ce que ce qui se vit depuis hier ne nous rappelle pas la crise des missiles de Sondé? Bon, je pense que pour Cuba. Bon, c'est un semblant en fait. Oui. Vous savez, lorsque la Russie intervient au Cuba, c'était justement, le Cuba était devenu comme une épine dans la botte américaine. Oui. C'est ce qui fait que la Russie, l'histoire bégaye, c'est pas la même chose qui se répète. En fait, on va dire que les puissances utilisent les mêmes stratégies lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de leurs intérêts et lorsqu'il s'agit également de déstabiliser l'adversaire. Parce que vous savez, nous sommes dans une logique où on vise justement un déséquilibre international. Bon, moi je me posais des questions. Et si la Russie n'était pas une puissance au même niveau, n'est-ce pas, que les États-Unis, qui sont dans la logique de l'occidentalisation du monde,
Parce qu'on a vu en fait que c'est l'arrivée simultanée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979 en Angleterre comme Premier ministre et Ronald Reagan en 80 aux États-Unis, où, n'est-ce pas, 80, voilà, merci, où effectivement ils ont pensé mettre sur pied la politique de la mondialisation effective. Et pour que la mondialisation ou encore la globalisation qui est l'encrémement des civilisations ou encore effectivement l'occidentalisation du monde a pris effet. Donc, ce qui fait que la Russie se constituait donc comme un adversaire pour contrer justement cette avancée, n'est-ce pas, d'occidentaliser le monde. Ce qui fait qu'il fallait donc activer, n'est-ce pas, des moyens militaires et stratégiques pour disloquer, n'est-ce pas, l'URSS. Parce que l'URSS, en tant que réunie, constitue encore un bloc, n'est-ce pas, coriace et difficile, n'est-ce pas, pour faciliter ou alors mettre sur pied une politique d'internationalisation de l'idéologie occidentale. Voilà pourquoi, effectivement, il fallait financer des petits États comme la Tchétchénie et autres pour qu'ils revendiquent leur indépendance. Ce qui a conduit donc à la dislocation, justement, de l'URSS en 91. Mais on ne va pas s'arrêter là. Vous voyez, parce que après, n'est-ce pas, la chute de l'URSS, tout le monde a vu qu'effectivement, tout le monde pensait en réalité qu'on devait atteindre, n'est-ce pas, l'unipolarité. Mais on se rend compte qu'il y a encore un géant d'Achille, la Chine, qui émerge. Ce qui constitue encore un problème, n'est-ce pas, pour l'occidentalisation, parce que la Chine ne vend pas seulement ses produits commerciaux, mais la Chine vient avec également sa civilisation et sa culture qu'elle vend en Afrique et partout dans le monde. Voilà le véritable problème. Donc c'est un niveau, n'est-ce pas, idéologique. Ce qui fait que je vous dis, toutes les puissances agissent de la même manière, que ce soit dans le temps ou aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts. Maintenant, s'il faut revenir donc sur le cas actuel qui trouble, n'est-ce pas, l'Ukraine, je vais vous dire que s'il faut rentrer dans le passé, on va comprendre que l'OTAN, qui est à l'origine justement de la provocation de l'intervention de la Russie, est créée en 1949. Pour quel objectif? Endiguer le communisme en Europe occidentale. Et lorsqu'il y a dislocation de l'URSS en 91, pourquoi on n'a pas dissous l'OTAN? Parce que c'était une force créée pour une mission spéciale. Alors que le pacte de Varsovie, lui, n'existe plus. N'existe plus. Pourquoi on ne dissout pas l'OTAN? Et maintenant, qui soutient même l'OTAN? Mais on voit en 2010, l'OTAN traverser ses frontières et venir intervenir en Libye. Mais les raisons sont très profondes, M. Serjalin. Pourquoi? Parce que lorsque l'OTAN intervient en Libye, l'OTAN abat la Libye et l'OTAN reste, n'est-ce pas, en Libye, aux confins, n'est-ce pas, de l'Égypte. Mais on se souvient donc que lors des guerres, n'est-ce pas, israélo-palestiniennes, la Libye et la Russie ont toujours apporté leur soutien à la Palestine face à Israël. La Libye a apporté un soutien financier et l'Égypte a toujours apporté un soutien militaire. Vous vous souvenez de la guerre du Kippour en 72, 73, voilà, qui a abouti à la crise le choc pétrolier. À ça, on se comprend. Donc, le choc pétrolier a également entraîné justement une autre crise économique des années 80. Et on a vu avec l'intervention des institutions de Bretton Woods, tout ça c'était pour recoloniser le monde en quelque sorte, parce que les pays ont été endettés auprès de la Banque mondiale à cause, n'est-ce pas, d'une crise provoquée, n'est-ce pas, par l'OTAN. Maintenant, à partir de cette analyse, on peut comprendre que Israël serait justement, ou alors l'OTAN serait le bras séculier d'Israël. Parce que c'est l'OTAN également, si on revient en 1946, lors de la déclaration de Balfour, il est question que les Juifs, ça c'est ce qu'on fait croire aux gens, reviennent occuper la terre promise, c'est-à-dire Jérusalem. Mais en réalité, il s'agissait, n'est-ce pas, des sionistes américains et des judéo-chrétiens d'Occident qui se sont unis pour créer un État, n'est-ce pas, au cœur du monde arabe qui devait tenter de gouverner le monde un jour. Pourquoi? Ce matin, l'information que nous recevons, c'est que Israël a attaqué la Syrie. A frappé. Frappe en Syrie. Alors, est-ce que l'OTAN n'est pas en train de discréer la Russie qui a toujours soutenu la Syrie en Ukraine pour que effectivement la Russie se retrouve sur plusieurs fronts en train de combattre, et ce qui pourrait donc conduire à l'affaiblissement de la Russie à long terme, parce que nous sommes dans une logique, n'est-ce pas, d'affaiblissement des puissances. Donc voilà l'analyse que moi je voudrais apporter aujourd'hui pour vous dire que ce ne soit pas trop discret, mais sachant qu'il y a un acteur, tout petit soit-il, qui est au cœur justement de bouleversement de l'ordre international et qui serait même le vrai patron même du nouvel ordre mondial. Je pouvais m'arrêter là. Voilà. Éric Yombi, il y a justement il y a eu un débat hier en France entre cet échange, on va le dire, entre Dominique de Villepin et Bernard-Henri Lévy.
L'un soutient Dominique de Villepin, il pense que il faut pas ménager, c'est-à-dire qu'il faut aller... tandis que l'autre, on va le dire, BHL, Bernard-Henri Lévy, il pense que à la réaction russe, il faut aussi une réaction forte. Alors que Dominique de Villepin pense qu'il faut d'autres méthodes pour contrer la Russie en Ukraine. Quand vous connaissez le parcours des deux hommes, quel commentaire vous faites? BHL et Dominique de Villepin. Ce que je constate, c'est que le bloc occidental amené par les États-Unis ne peut pas prendre le risque de mener une guerre frontale contre les États-Unis. La preuve, les États-Unis contre la Russie. Les États-Unis ont d'ailleurs donné l'information selon laquelle ils n'enverraient pas de troupes justement, Joe Biden. Mais je crois que le dispositif russe a été savamment pensé. Et avec c'est quand même 200 000 hommes. Tout à fait. Avec la guerre de Crimée de 2014, je crois qu'il y avait un reste de compléments géopolitiques qu'il fallait compléter. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en 2022. Lorsque vous regardez la démarche russe, vous constatez qu'il y a une résurrection de ce qu'on parle de l'URSS. Il y a une résurrection au sens de la cartographie et au sens des méthodes. Lorsque vous voyez l'Ukraine, État tampon avec l'Europe et avec la Russie, ils sont inquiets, comme je le disais tantôt, les Russes, du fait de la présence, de la proximité occidentale avec l'OTAN. Vous savez que s'il y a un positionnement américain au niveau de l'Ukraine, voilà. Vous avez, n'est-ce pas, apporté la Russie qui est autour de 600 voilà pourquoi j'ai demandé, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre la crise des missiles de 62? Tout à fait. Et vous parlez de la crise des missiles de Cuba. Je rappelle qu'à l'époque, le positionnement des missiles soviétiques était à 200 km des États-Unis. Ouais. Alors, donc, lorsque vous regardez la démarche, maintenant, l'homme qui porte ce projet de résurrection, c'est Poutine. C'est un ancien du KGB. Il a œuvré en Europe de l'Est. Il transporte encore dans ses constituants l'homme qui peut ramener cette grandeur soviétique. Et lorsque on pose la question à Poutine, à qui veut-il ressembler? Il répond qui n'est pas anodine, Staline. Parce que Staline, c'est le grand architecte de la grande Russie. Et d'ailleurs, nous parlons de la Crimée, je vais dire quelque chose au sujet de la Crimée. Lorsqu'on parle de la Crimée, dans la Crimée, vous avez une localité extrêmement importante qu'on appelle Yalta. Qu'est-ce que c'est que Yalta dans l'histoire des relations internationales? Yalta, c'est le territoire où le partage du monde a été effectué en février 1945. C'est à Yalta que sont posées les bases de la future domination du monde. Février 1945, les Alliés sont d'accord qu'ils vont gagner la guerre. Il faut donc s'asseoir, négocier et partager le monde. Et parmi ceux qui partagent le monde, bien entendu, il y a Staline, il y a bien entendu l'Américain Roosevelt, il n'y a pas la France, il faut le préciser. La France est absente. Tout à fait. La France est absente. Bien entendu, la France est absente parce qu'elle connaît d'énormes difficultés sur son territoire, avec notamment Vichy. Et il faut donc proposer à la France, parce qu'elle a le potentiel pour être une grande puissance. Dans le communiqué final de Yalta, il est bien dit que la France peut occuper une partie de l'Allemagne si elle le désire. Mais ceci, en réalité, est lié à quoi? Il faut que la France présente son caractère de grande puissance. Et c'est pour ça que la France s'est appuyée sur son empire colonial, notamment l'Afrique, pour être, n'est-ce pas, sur la table des puissants de ce monde. Donc, la résurrection géopolitique que nous parlons aujourd'hui, il s'agit bien entendu de la présence, d'une présence soviétique sur les territoires qui furent anciennement ceux de l'Union soviétique, mais avec un homme qui porte un projet tel que Staline fut, n'est-ce pas, à l'époque, le grand artisan de ce déploiement, de cette grande Union soviétique. Alors, de mon point de vue, je pense que l'occupation au-delà des différents territoires de Donetsk et de Lugansk vise à faire en sorte que les Russes seront dans une situation de force au moment des négociations. Et vous savez, il y a un mot qui commence à être lâché de plus en plus, négociation. Ce n'est pas par hasard, parce que militairement, ils sont au-delà des avancées que pouvait s'imaginer le bloc occidental. Tout simplement parce que lors des négociations, il y aura certainement des retraits sur les territoires comme Kiev, mais sans aller au-delà de Éric Yambé, comment comprendre que ce terme négociation vient de ceux-là qui ont, on va le dire, le vent en poupe, c'est-à-dire, Sergei Lavrov l'a énoncé aujourd'hui, il a parlé de négociation, il dit que la Russie est prête à négocier. Il y avait des objectifs géopolitiques à atteindre.
Et ces objectifs, à l'heure où nous parlons, sont atteints. Étant donné que les soviétiques, les Russes sont présents sur ces différents territoires convoités, à savoir Donetsk, Lugansk et je le répète, Mariupol. Mariupol est une localité extrêmement importante dans la nouvelle géopolitique russe. Voilà. Éric Yambi, le G7 parle d'une menace sérieuse pour l'ordre mondial. Oui, c'est une évidence, parce qu'il ne faut pas oublier que le déclenchement de la guerre hier 24 février, les Européens considèrent ça comme étant non pas une déclaration de guerre contre l'Ukraine, mais une déclaration de guerre contre l'Europe de manière générale. Et qui parle de l'Europe parle forcément du monde occidental, parce que forcément, il ne faut pas que nous oublions le fait que les États-Unis se sont constitués à partir des pionniers qui sont partis de l'Europe pour occuper ces territoires-là. Donc, il est difficile de dissocier les États-Unis de l'Europe, même si c'est eux qui tirent les ficelles de la gestion du monde, notamment après la Première Guerre mondiale et confirmée après la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque fois, à chacune de ces deux guerres-là, ils n'ont pas effectivement participé, ils sont lourdement enrichis pour prendre le contrôle du monde. Mais lorsque Joe Biden dit que nos forces ne vont pas participer à un conflit contre la Russie en Ukraine. Non, c'est que Joe Biden évoque. Il ne faut pas oublier que Joe Biden a également envoyé des troupes pour renforcer le contingent des troupes américaines qui sont stationnées à Stuttgart, en Allemagne. Donc, et tout autour de l'Europe, il y a un certain nombre de bases militaires américaines qui sont renflouées en termes de troupes. Mais quel qu'en soit les cas, comme l'ensemble de mes compagnons ont dit tout à l'heure, c'est une guerre sensible. Et la sensibilité de cette guerre vient du fait qu'aujourd'hui, la Russie s'est surarmée. C'est-à-dire qu'elle arrive aujourd'hui à avoir un armement qui n'était pas celui de 1991 à la chute du bloc soviétique. Donc la Russie a lourdement investi dans un armement sophistiqué. Je dirais même que leur pénétration sur l'Ukraine est une façon de tester un certain nombre de stratégies militaires. Il ne faut pas oublier l'opération Barbarossa du 22 juin 1942. Où l'armée allemande a mis sur pied une stratégie de pouvoir marcher rapidement sur l'Union soviétique. J'ai comme l'impression que Poutine, ayant bien lu cette partie de l'histoire du peuple soviétique, est aussi en train de marcher, en fait d'explorer des anciennes stratégies militaires utilisées par l'Allemagne, notamment au travers de son ancienne colonie qu'est l'Ukraine. Mais je suis également tenté de faire une analyse, peut-être ça ne peut pas plaire à un certain nombre de concitoyens. À chaque fois, on évoque la menace aux frontières de la Russie. Mais attention, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie sont aux frontières, sont aux frontières de la Russie. Et ces pays ont rejoint l'Union européenne depuis. Voilà. Sont parmi les 27. Voilà. Et apparemment, ça ne semble pas émouvoir la grande Russie. C'est une grande interrogation. Pourquoi on fait dans une fixation à l'Ukraine? En fait, c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on pousse la réflexion de loi pour écarter cette thèse du rapprochement de l'OTAN aux frontières de la Russie. En réalité, parce que l'OTAN est aux frontières de la Russie depuis la désagrégation de l'URSS en 1991. Le 25 décembre. Voilà, l'OTAN y est installé depuis. Donc, cette hypothèse selon laquelle l'OTAN s'est rapproché aux frontières, pour moi, ça ne tient pas la route. Je dis, je répète, quel qu'en soit ce qui s'est passé en Géorgie, qui est un tout petit pays à côté de la Russie, en 2008, avec l'autonomisation des territoires de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, à chaque fois, la Fédération de Russie, à travers son dirigeant, a utilisé un élément fondamental qui est la russophonie. Même dans le discours martial du président Poutine... Éric Pépin, une minute. Vous avez dit que les pays baltes, ils sont dans l'Union européenne, ça ne dérange personne. Mais est-ce que lorsque l'Ukraine accède à son indépendance, en août 91, on sait quand même que l'Ukraine, la Moldavie, l'Arménie et la Biélorussie constituent avec la Russie un ensemble de pays. C'est-à-dire qu'ils se rapprochent encore malgré leur indépendance. Est-ce que ce n'est pas ce lien-là, né même après l'indépendance, avec la Russie qui pose problème? Il y a des liens entre ces pays qui existent depuis la période impériale de la Russie. Oui. Ça, c'est indéniable. Ces pays se sont construits avec l'ingéniosité, la sociologie, l'anthropologie de la Russie. Mais lorsqu'on dit indépendance, ça donne droit à une certaine autonomie. Oui. Notamment le fait que ces pays puissent être membres
de l'Organisation des Nations Unies. Et dans la Charte des Nations Unies de 1945, il est bien stipulé que les peuples doivent disposer d'eux-mêmes. Cela montre les prémices de leur souveraineté. C'est pas ça se comprendre. Donc, à partir de là, l'Ukraine est considérée comme étant un pays souverain et autonome qui va chercher et avoir ses nouveaux amis. Oui. Malheureusement, ces nouveaux amis viennent de l'autre côté de l'Occident. Et peut-être ça ne plaît plus à Poutine, parce qu'en réalité, à l'époque, cela ne causait aucun problème à Boris Eltsine, qui est l'un des parrains de Poutine dans la transmission du pouvoir qui s'est opérée au début des années 2000. Oui. Ça ne causait aucun problème. Et puis ça donnait droit à une modernisation de l'économie ukrainienne, avec l'afflux des capitaux qui sont venus de l'Occident. Lorsqu'on parle de la quatrième puissance de céréalière en termes de blé, ce n'est pas en fait dû au fait. C'est vrai que la région de Lugansk, ce sont des terres qui sont des podzols, qui sont des terres propices à la culture du blé. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard si la Russie également est première puissance, parce qu'en réalité, ils sont sur une géomorphologie propice au développement de la culture céréalière. Mais ce n'est pas un hasard s'ils ont pu développer un certain nombre de services les permettant d'améliorer les conditions de vie de leur population. Je dis, quel qu'en soit ce que le G7 peut dire, parce que j'ai écouté également l'ancien président français Sarkozy aujourd'hui, toujours unique à son style de langage, il évoquait justement cet aspect du fait que le G7 semble être impuissant, l'Europe semble être impuissant. Le G20, qui est une organisation dont il est pratiquement le fondateur, semble être impuissant par rapport à l'idée hégémonique de la Russie. Un autre élément à évoquer, et pas de moindre, Poutine, il est là depuis pratiquement les années 2000. Ça fait au moins 22 ans qu'il est là. Donc, il a eu le temps de faire la sociologie des dirigeants européens. Je pense que Poutine arrive à un moment où il sait qu'en Europe, il n'y a personne à part lui. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Rien ne peut l'arriver. Il a même menacé. Voilà. Quel qu'en soit, ça veut tout dire. Okay. Est-ce que c'est Macron qui va dire à Poutine arrête? Est-ce que c'est Boris Johnson qui va dire à Poutine arrête? En réalité, on a le choix entre les dirigeants bébés et les dirigeants admirateurs. Okay. Et Poutine le sait très bien. Voilà. Docteur Davaris Couture, revenons sur ce discours de Poutine aujourd'hui, cette journée de vendredi. Il demande aux militaires ukrainiens de prendre le pouvoir à Kiev en renversant le président et son entourage, qu'il a qualifié de néo-nazis et de drogués. Revenons à cet homme, Zelensky. Qui est-il? Oui, c'est ça. Zelensky, c'est un président antitypique. Donc, ce n'est pas le style qu'on trouve tous les jours. Oui. Humoriste, hein? Oui, humoriste. Comme on le dit, il est très jeune. Quand il prend le pouvoir, il est né en janvier 78. Donc, il prend le pouvoir que quand il n'a que 41 ans. Oui. Actuellement, il a 44 ans. Comment il arrive au pouvoir? Premièrement, c'est un humoriste, un comédien, un acteur, comme Mitumba, comme Fingon, comme Manola. C'est vraiment cela, hein, c'est pas plus que cela. Oui. Comment il se fait remarquer? C'est qu'en réalité, dans une série télévisée, oui, il joue un rôle d'un professeur qui arrive au pouvoir de manière imprévue. Voilà. Et il est tellement populaire en Ukraine. Les gens disent, mais comment un professeur, un enseignant, on sait comment les enseignants sont traités dans tous les pays du monde, même au Cameroun, mais il arrive au pouvoir de manière imprévue. Il a une autorité dans le pays, tout le monde l'admire. Et comme les Américains étaient au pays déjà, depuis des années, comme Poroshenko était au pouvoir, et comme il est très célèbre, ils se disent, mais ça peut être un bon joker. Comme il a de la notoriété, et dans la série qu'il incarne, c'est un professeur qui peut au pouvoir, peut-être un humoriste peut aussi arriver au pouvoir. C'est pourquoi il s'organise à ce qu'il prend, il balle Poroshenko. Alors parce que Poroshenko en réalité c'était une marionnette, mais il n'exécutait pas tout ce que les Américains lui disaient. Il fallait le mettre de côté à tout prix. C'est pourquoi il gagne. Il était très corrompu. Exact, très bien. C'est pourquoi il gagne Poroshenko avec plus de 71% aux deuxième tour d'élection et il prend le pouvoir aujourd'hui. Et justement, quand on regarde la débandade, on se rend compte qu'effectivement, et comme mon frère Eric le disait tout à l'heure, il a en face de lui un gars du KGB. Poutine était lieutenant-colonel au KGB. Mais seulement, au niveau du KGB, il y a la graduation de l'échelle. Poutine travaillait le premier et le deuxième, la première et la deuxième direction du KGB. C'était l'élite de l'élite. Parce que c'était eux qui s'occupaient du monde occidental. C'est pourquoi il était affecté en Allemagne. D'autant que quand le mur tombe, par exemple, Poutine, il est à l'ambassade. Les éléments viennent à la résidence. Je veux dire, il y a des gars qui manifestent dans la rue, ils ont des armes. Quand ils viennent, il leur dit, il dit, l'Union soviétique est tombée. Mais si un de vous traverse cette barrière, je vous assure, je vous arrose tous. Et les gars ont tourné le dos, ils sont partis. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Comme il a dit, il a travaillé avec Boris Eltsine. Il est du KGB. Quand il revient, quand il prend le pouvoir au début des années 2000, il nomme les gars du KGB d'abord partout. Gazprom, Rostev, partout.
partout c'est le cas du cas. Il a une expérience de pouvoir. Tous les petits Européens là viennent, ils passent. Que ce soit les Johnson, les Tony Blair, les Obama, les Bush et tout, ils passent. Et on a en face de lui un comédien, un humoriste. C'est pourquoi nous sommes à moins de 48 heures de combat. Moins de quelques 24 heures après, ils étaient à Kiev. L'armée en total débandade. Alors qu'en réalité, l'armée ukrainienne, c'est une armée qui a de l'expérience. Hein. Ce n'est pas n'importe quelle armée. En réalité, une bonne partie même de l'ossature de l'armée soviétique, les meilleurs même venaient de l'Ukraine. Exact. Que ce soit au niveau de la technologie et plein d'autres choses. Mais comme c'est un comédien qui est là, et qui exactement, puisqu'il a fait son discours dans ce sens, en disant ça ce matin, il donne l'impression, personne lui dit qu'aujourd'hui nous sommes les seuls à combattre. Alors que tous les jours les gens lui disaient combat, on a ton soutien. Mais maintenant, quel est le justement, et la France a proposé même les Américains avaient dit de l'infiltrer. C'est-à-dire même sa propre vie, il ne peut même pas protéger. Dans un contexte comme celui-là, on se dit en réalité, il y a un déséquilibre extrême. Mais maintenant, vous avez soulevé un aspect qui est extrêmement important, c'était notre ami Bika, au niveau de l'Estonie. La position géographique de l'Estonie, tous ces pays baltes, ce n'est pas la même que l'Ukraine. Ce n'est pas la même position. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Ukraine, la position de l'Ukraine au niveau, qui s'occupe de le district militaire ouest et le district militaire sud, qui sont les meilleurs, un peu du district militaire central. Ça veut dire en quelques minutes, vous atteignez Moscou. C'est comme si vous êtes à Yaoundé. Un gars qui vous attaque, c'est pas quoi, étant à la frontière ici à côté, c'est pas le même qui vous attaque à partir de Marois. Et surtout, au-delà de cela, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont différentes. Au niveau de l'Estonie, tous ces pays baltes, par exemple, il n'y a pas une russophobie qui est organisée, entraînée. Ça, c'est dingue. Il n'y a pas une manifestation avec un coup d'État ouvert dans la rue, comme c'est en Ukraine. On ne peut pas dire qu'il y a une certaine, il y a un certain affichage de la doctrine nazie, comme on a vu par exemple en Ukraine. Par exemple, la semaine passée, le président Zelensky, il a nommé le chef des bataillons Azov, qui est un nazi affiché. Il a nommé son conseiller militaire. C'est pourquoi Poutine, dans son discours, dit que ce sont des gars qui sont des néo-nazis, qui sont drogués, et qu'il faille prendre disposition pour que les vrais militaires qui ont servi l'Ukraine prennent le pouvoir et qu'il est disposé à pouvoir discuter avec eux à Minsk. Je crois qu'il a dit qu'il rentre encore à Minsk. Pourquoi Minsk? Et c'est très bien de rentrer à Minsk, puisqu'il est prêt. Dans les stratégies, tout à l'heure, notre ami Eric a évoqué le cas des missiles de Cuba. C'est vrai que nous, qui sommes dans l'air, qui nous sommes dans la zone, qui sont beaucoup plus sous influence occidentale, on s'est dit que les Russes ont gagné avec la crise des missiles de Cuba. C'était faux. Pardon, les Américains, que c'était faux. Les Russes, pourquoi est-ce que les Russes avaient organisé la question des missiles de Cuba? C'est parce que Poutine va décider d'enlever les missiles. Mais il avait gagné la guerre. Il avait gagné l'opération. Mais les gens n'ont pas, c'était l'objectif. Et c'est un des objectifs que Poutine veut. C'est les éléments de négociation. Parce qu'en fait, à cette époque, les Américains avaient installé les missiles nucléaires à Incirlik, en Turquie. Et à partir de là-bas, avec le Bosphore, vous atteignez facilement la Russie. Ils ont fait toutes les pressions, comme aujourd'hui. Enlevez vos missiles d'Incirlik. Enlevez. Les Américains ont dit non. Ils ont dit ok, on verra. Ils sont partis à Cuba, ils ont installé les missiles aussi. Justement, il y a eu toute la crise et dans les négociations, les Russes Khrouchtchev a dit ok, si vous enlevez vos missiles d'Incirlik, j'enlève les missiles de Cuba. Tout le monde est rentré à la négociation. Exactement les règles du jeu de Poutine. Quand il dit enlevez vos hommes, je veux que tous les éléments qui sont là à ma frontière rentrent au niveau de 1997 et que les États qui sont entrés après là respecter tous les accords qu'on s'est fait. Comme il refuse, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire il dépasse l'objectif, il va aller un peu plus loin et maintenant on va s'asseoir à table de négociation. Si vous voulez que je revienne ici, il faudrait que vous fassiez ceci. Donc pratiquement c'est dans le même schéma et je pense qu'il risquerait d'atteindre ses objectifs. Voilà, docteur Lakmé, est-ce que au regard de la tournure des événements, on peut penser à un embrasement mondial? Vous avez parlé de cette Syrie qui est attaquée par Israël. Vous avez parlé des diversions, hein. L'attention est tournée en Ukraine. Vous pensez qu'Israël a profité de ce que l'attention soit tournée vers l'Ukraine pour faire ce qu'ils ont fait à la Syrie? Bon, cela s'avère possible. Parce qu'il y a quelques jours, hein, on a vu Maduro qui a apporté clairement son soutien à Poutine. Maduro, Ortega et les autres. On connaît les amis de la Russie en Afrique. Tout à fait. On se retrouve donc justement dans une logique de jeu des alliances stratégiques. Oui. Un peu comme dans la Première Guerre mondiale et dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire les mêmes causes sont produisent les mêmes effets. Donc on va se retrouver forcément peut-être à un embrasement international. Ce qui serait profitable justement aux puissances qui se sont préparées et depuis très longtemps. Tout à l'heure, Éric Pépin disait que Poutine a fait presque 22 ans dans le système gouvernemental russe et il maîtrise effectivement les acteurs européens actuels qui justement essayent de s'embrouiller, on va même dire comme ça, parce qu'ils ne maîtrisent pas effectivement les futurs enjeux. Et la guerre même qui se passe, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et peut-être s'il y a même une Troisième Guerre mondiale, s'effectuera toujours sur le territoire européen.
Voilà le véritable piège. Jamais la guerre ne va s'effectuer sur le territoire américain ou encore sur le territoire russe. Mais c'est à l'extérieur. Vous voyez que les grandes puissances, n'est-ce pas, se retirent et provoquent justement pour que les petits acteurs qui s'animent, n'est-ce pas, alimentent une guerre qui va davantage les fragmenter. Donc, on peut aboutir, n'est-ce pas, à un embrasement international. Dans quelle logique? Parce que, souvenez-vous que l'ordre international, ou alors l'ordre de la puissance internationale, provient, n'est-ce pas, après une guerre. Et je disais tout à l'heure à frère Pépin que après la Deuxième Guerre mondiale, officiellement les États-Unis sont affirmés comme la puissance mondiale. Vous voyez, parce que avant les États-Unis, il y a l'Angleterre qui était la première puissance géopolitique maritime et qui a posé justement et qui a occupé des positions les plus stratégiques du monde entier, notamment avec le canal de Suez. Vous voyez, alors c'est pour dire que aujourd'hui donc, si il s'avère, c'est vrai que nous n'avons pas de données factuelles pour démontrer que en réalité, les États-Unis sont affaiblis sur le plan militaire. Mais on va se souvenir que les 20 dernières années, les Américains sont enclins dans toutes les guerres, au Moyen-Orient, en Afghanistan et autres. Ce qui fait que la guerre coûte cher à un État. Donc on peut affirmer dans une certaine manière que les États-Unis sont affaiblis actuellement. Mais les ingénieurs allemands, s'il faut me revenir d'ailleurs sur après la Deuxième Guerre mondiale, on se rend compte que pourquoi les nazis ont été accueillis en triomphe aux États-Unis. Et même en France. Et même en France. Parce qu'effectivement, le bloc occidental avait besoin des cerveaux de Hitler pour mettre sur pied une politique néo-naziste afin de dominer le monde entier. Vous voyez encore que quand Hitler met le sous-marin pour endiguer l'Angleterre, parce que c'est lui qui commence la politique de l'endiguement, pour l'isolationnisme de l'Angleterre, c'est où, n'est-ce pas, les accords vont se tisser. Parce que Delano Roosevelt connaît que le sous-marin que Hitler pose, n'est-ce pas, indique l'Angleterre. 2 semaines de guerre, l'Angleterre devait mourir. Et parce que le sous-marin, c'est une arme qui s'active automatiquement. L'Angleterre ne pouvait pas bénéficier, n'est-ce pas, du secours alimentaire et même de la logistique militaire venant de l'extérieur. C'est dans ce sens que Delano Roosevelt contacte Winston Churchill et lui propose le marché. Bon, moi je vois ce que tu ne vois pas. Mais si tu es prêt à accepter ce qu'il va te proposer, je ferai la guerre à tes côtés. Il dit, quelle est la condition? Il dit, bon, comme la Palestine c'est ta colonie, va dans la Palestine, tu peux dans Jérusalem. Et je vous disais tout à l'heure que c'est en 1817 que le général anglais Allenby, lors de la guerre des croisades, entre à Jérusalem, et au ce jour, il dit, aujourd'hui, s'achève les guerres des croisades. Ça veut dire que l'enjeu de cette guerre n'était pas forcément une religion, mais c'était l'occupation stratégique de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem actuellement, selon la position des États-Unis, c'est le cœur du monde. Donc il fallait donc occuper justement le Herzland pour davantage, n'est-ce pas, lancer justement ces attaques géopolitiques et géostratégiques et neutraliser même tous les États, les néo-États arabo-musulmans qui pouvaient, n'est-ce pas, distraire une puissance qui devait naître au lendemain, n'est-ce pas, de toutes ces guerres. Donc voilà pourquoi on peut aboutir donc à un certain embrasement pour que effectivement une autre puissance se positionne et gouverne le monde. Voilà, Eric Yombi, hier, vous semblez déjà dire que vous n'y croyez pas beaucoup, hein, un 3e conflit mondial. Vous pensez que tout va s'arrêter avec les intentions manifestées aujourd'hui par Poutine, c'est-à-dire chasser Zelensky du pouvoir? Vous savez, tout va s'arrêter si Zelensky n'est plus là? Ce qu'on retient depuis que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 1945, c'est que les grandes puissances ont toujours fini par s'entendre et il n'y a jamais eu de confrontation entre elles. Oui. Il y a cependant eu ce que j'appelle, n'est-ce pas, des guerres par procuration ou alors la guerre froide. Oui. C'est-à-dire que derrière ce qui s'est passé en Angola avec les différents blocs, c'est-à-dire le MPLA, entre autres, il y avait des grandes puissances. Mais jamais les grandes puissances se sont affrontées. On ne va pas assister à une 3e guerre mondiale, mais nous assistons plutôt à une reconfiguration du monde, à une répartition de la force, à une répartition géopolitique. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi la Russie décide de faire la guerre en 2002? Elle décide de faire la guerre en 2022, pardon, parce que c'est le temps géopolitique. C'est le meilleur moment. Aujourd'hui, la Russie a beaucoup d'argent, suffisamment d'argent issu du gaz, du blé et consorts, et elle a à sa tête un homme. Et je vais vous donner ici une citation de Sun Tzu. La guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est l'article 1 du livre de Sun Tzu. D'une importance vitale pour l'État. Si c'est vital pourquoi? C'est vital parce que c'est un enjeu économique. Mais c'est surtout pour la Russie un enjeu géopolitique. C'est le bon moment et la Russie, tel que on l'a dit tout à l'heure, se déploie que sur les espaces où il y a au moins une graine russophone.
Et si elle se déplace sur une graine russophone, on comprend pourquoi la Russie est au Mali. Parce qu'il y a bien entendu une sympathie, une proximité, bien entendu, avec la Russie. Je dois vous dire ici. Les Maliens sont devenus russophiles. Ce n'est pas un secret que Choguel Maïga, par exemple, a été formé en Russie. Voilà, je vous rappelle. C'est pas le couronnement le russe. Voilà, je rappelle à ceux qui nous suivent qu'après qu'il en soit aujourd'hui, il y aura cet entretien entre Choguel Maïga, le premier ministre malien, et Alain Foka. Ce sera après qu'il en soit 21h sur Equinox Télévision. Tout à fait. Nous avons bien entendu, c'est l'Ukraine dont nous parlons aujourd'hui. La Russie s'appuie sur cet espace russophone. Et la Russie ne peut pas s'appuyer sur la Lettonie notamment, parce qu'il n'y a pas cette graine russophone. Donc pour se propulser, pour répondre à ses ambitions géopolitiques, la Russie doit s'appuyer sur des territoires où il y a cette proximité russophone. Et le pays le mieux indiqué, qui tombe bien au sens géopolitique, c'est un espace de tampon, c'est l'Ukraine. Mais Eric Yambi, les russophones, hein, c'est quand même 17% seulement. En Ukraine. Le plus important, ce n'est pas le pourcentage au sens global. Oui. C'est plutôt ces territoires russophones. Lugansk, Donetsk et j'ajoute... Pourquoi Poutine parle de plus en plus des génocides. Il ne parle pas seulement des génocides, il parle de nazisme. Oui. Et s'il parle de nazisme, c'est parce que sa sémantique a une signification particulière. Et nous, ici, on n'en perçoit pas. En réalité, on ne perçoit pas cela depuis que Poutine est aux fonctions, la Russie est en guerre. Il faut le savoir, la Russie est en guerre. Aujourd'hui, la guerre est militaire, mais elle était déjà cybernétique. Elle était déjà cybernétique depuis fort longtemps, mais aujourd'hui, elle est complétée parce que c'est une guerre qu'on peut qualifier de militaire. Voilà. Eric Pépin Bikaï, la communauté internationale, on n'entend pas beaucoup Antonio Gutiérrez. On va peut-être dire que c'est parce que nous sommes des Africains. On a vu Kofi Annan, même comme il y a eu cette guerre en Irak, Kofi Annan a pris quand même son bâton de pèlerin pour essayer. On n'a pas vu Antonio Gutiérrez, avant cette journée du 24 février, tenter de faire quoi que ce soit pour calmer les tensions. Non. Comment comprendre cette organisation des Nations Unies aujourd'hui, qui a été mise sur pied pour éviter ce que... On n'en est peut-être pas encore à un troisième conflit mondial, mais on aurait pu éviter ce qu'on a vu hier. Peut-être l'occasion, votre question me donne l'occasion de rendre un vibrant hommage à Kofi Annan, qui nous a quittés il y a très peu d'années. De rendre hommage à ce brillant monsieur qui a pris son courage. Il ne faut pas oublier que le siège des Nations Unies, c'est à Manhattan, donc c'est aux États-Unis. De dire aux États-Unis de ne pas aller en guerre en Irak, contre vents et marées, il a démontré que cela n'était pas une bonne option. Je pense qu'en retour, il y a eu des représailles qui ont touché même sa famille, son fils, je pense sa sœur jumelle également, pour cette prise de position. Mais c'était un acte courageux et l'histoire nous donne raison que Kofi Annan n'a pas eu tort de s'opposer à l'ingérence américaine en Irak. Concernant Antonio Gutiérrez, on l'a dit, en fait, je fonde mon analyse sur les propos de Nicolas Sarkozy. Il a été reçu cet après-midi par le président Macron. Ouais. C'est une civilité. Comme Hollande, c'est une civilité lorsqu'il y a des questions urgentes. Des usages républicains de ce côté-là. Et Sarkozy... On ne connaît pas dans certains pays. Voilà. On avait l'habitude d'appeler président Bing Bing, quelqu'un qui a la parole. Il a dit quelque chose de simple. C'est que le G7, le G20, l'Union européenne, l'ONU sont inaptes à pouvoir faire entendre raison à Poutine. On a vu le discours d'Antonio Gutiérrez, il était presque en larmes. On a vu le discours du président de la Commission de l'Union européenne, je pense c'est Borrell. Il était presque en larmes, c'est-à-dire, on avait comme l'impression qu'on a des charbonniers devant le petit écran et qui s'adressent à quelqu'un qui décide de marcher sur un pays qui est souverain. Il n'avait pas de mots. Éric Pépin, est-ce que ce n'est pas la sortie de Poutine qui dit que celui qui tentera, c'est ça qui fait reculer tout le monde? C'est la raison. Et puis à côté de ça, Poutine, au-delà de la sortie de Poutine, Poutine insiste à dire à chaque fois qu'il prend la parole qu'il est une puissance nucléaire. Non, restons sur son discours. Oui, en fait,
Est-ce que ce n'est pas ça qui fait reculer les autres? Je Macron a donné rendez-vous. Voilà, je corrobore votre question avec cet argument. Il rappelait à chaque fois qu'il avait l'entretien avec les Européens, les émissaires européens, Macron, et c'est pas trop le nouveau chancelier allemand, Olaf, qu'il est une puissance nucléaire. Mais en réalité, la Russie ou bien l'URSS n'est pas une puissance nucléaire des années 2000 ou bien 2010. C'est une vieille et ancienne puissance nucléaire des années 40 ou alors début des années 50. Donc, si Poutine le martèle, il veut passer un message à ses concitoyens européens que désormais, je suis capable de faire des choses que vous n'imaginez pas. Donc, laissez-moi faire ce que je veux et je ne veux pas que quelqu'un s'y interpose. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Maintenant, il a dit, ok, je peux négocier. Et j'ai choisi le terrain de négociation, c'est Minsk. Et on connaît le sentiment... Voilà, les accords de Minsk. Et on connaît le sentiment actuel des Européens par rapport au président de la Biélorussie. C'est quelqu'un qui n'a plus de fréquentation acceptable dans le giron de l'Occident. Et Poutine dit, vous n'allez pas négocier chez moi à Moscou. Nous irons plutôt là où vous, en fait, dans le pays du dirigeant que vous n'aimez pas, qui est Loukachenko. Donc, voilà le message. Il est géostratégique. Je suis d'accord avec cette approche. Hier, je complétais en disant que c'est une guerre à la fois géostratégique, mais pas davantage géoéconomique. Mais également, c'est une guerre, comme disait Eric tout à l'heure, de repositionnement de l'ordre mondial. Parce qu'en réalité, moi, je ne vois pas la Russie s'ériger en puissance, en première puissance militaire que non. J'ai un patriarche qui a souvent coutume de me dire au village que les États-Unis, c'est un pays mal. Et lorsqu'on dit que vous êtes un mal, c'est dans le sens cosmogonique du terme. Donc, on ne peut pas annihiler la puissance américaine de nos jours. Les États-Unis, c'est une véritable puissance militaire qui est capable de faire la guerre pendant plus de 20 ans sans toutefois asphyxier l'économie parce qu'ils ont un avantage que les autres pays n'ont pas. Ils ont la planche à billets qu'ils peuvent faire tourner à tout moment. Et ils le font très bien. On a vu leur riposte par rapport au Covid. En Afghanistan, les dépenses sont là. 2 milliards de dollars de dépenses sur 20 ans. En fait, il faut être les États-Unis pour pouvoir le faire. Je ne pense pas que les Russes actuellement peuvent dépenser autant d'argent sur 20 ans et accepter même laisser le matériel pour rentrer dans leur pays. En fait, c'est juste un parallèle. Donc, pour dire que actuellement, c'est une reconfiguration. C'est-à-dire que désormais, il y aura une carte qui sera jouée entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre côté. Le grand perdant. Et c'est à ce niveau que les Européens doivent faire très attention. Ça risque d'être l'Europe. Donc, il risque d'être inerte dans le discours de la géopolitique mondiale. Ou alors, il risque d'être éternellement sur la coupole des États-Unis. Quand les États-Unis parlent, les États-Unis parleront au nom de l'Europe. Et je pense que c'est le sens du propos des présidents français qui ont été reçus aujourd'hui. Il faut que quelque chose soit fait. Et la personne qui doit être capable de faire quelque chose, c'est forcément la France. Parce qu'en réalité, de tous les pays européens, c'est l'un des pays qui semble avoir une projection à vouloir aussi dominer le monde parce que c'est une puissance impérialiste. Voilà, Dr Goudjou, est-ce que tout va s'arrêter si jamais Zelensky tombe? Pas d'embrasement mondial? Possiblement. Je te préciser qu'en réalité, Serge Alain, on peut avoir le nucléaire. Être tout dans le nucléaire, ce n'est pas la même chose. Le plus important, ce n'est pas seulement avoir l'arme nucléaire, ce sont les vecteurs de projection. Les Russes, actuellement, c'est les seuls qui maîtrisent, qui ont des missiles hypersoniques. Quand vous avez les missiles hypersoniques, ça va parfois à 15 à 20 fois, Mach 15, Mach 20 fois la vitesse du son. Avant que vous n'entendiez ce que je vous ai dit, ça fait 20 tours aller-retour. En d'autres termes, il n'y a aucun système anti-missile au monde qui peut les intercepter. Donc, et c'est ce qui fait pour aux Américains, à tout le monde. C'est-à-dire, j'ai l'arme nucléaire, mais comme vous avez dit l'hypersonique, avant que je ne tire, vous m'avez écrasé depuis. Et les Russes ont ça. Ils rappellent à tout le monde, que ce soit les Irkon, les Iskander, les Kinzhal. Et ce sont des armes d'extrême précision. C'est pourquoi quand les gars frappent là-bas, il y a une école primaire à côté, les gars ne touchent pas l'école primaire. Et ils ont toujours dit ça. C'est pourquoi les civils sont tranquilles. C'est plus les civils militaires qui sont toujours dit. On a vu des habitations touchées. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est pas. Puisqu'il faut bien comprendre qu'en réalité, chez eux, il y a les casernes. C'est-à-dire les habitations qui sont à côté des camps militaires, en réalité. C'est pas comme chez nous, les militaires habitent au quartier. Et à côté, je vais laisser en disant ceci. Vous avez soulevé l'aspect du nazisme. Et vous savez, chez les Russes particulièrement, c'est ancré. Ça, on oublie toujours que ceux qui ont permis au bloc occidental de gagner la guerre, c'était les Russes. C'est les seuls qui ont payé le plus grand tribut, 27 millions de morts, avec la grande bataille de Leningrad. Et quand vous évoquez ça,
chez les patriotes russes, puisqu'ils appellent ça, pour nous on appelle la deuxième guerre mondiale, ils appellent ça la grande guerre patriotique, c'est ça le nom de la guerre. Quand vous parlez de nazisme, pour eux, ça leur fait peur, ça leur rappelle des souvenirs lointains, et ils se disent que l'objectif là, il faut qu'on atteigne ça, parce qu'ils ont saigné, mais ils ont saigné. Les gars qui sont en face aujourd'hui en train de leur combattre, c'est les gars qu'ils ont sauvés. Ils ont sauvé la France, ils ont sauvé tous ces gars. Et ils se disent qu'ils sont dans le camp ennemi, alors que nous les avons sauvés du nazisme. Alors avec ce type de personnes, on ne peut rien gagner. Voilà, merci. On va s'arrêter là un instant, le temps de l'autre côté, parce que Nadine, elle est déjà là pour le 20h. Et on se retrouve après, madame, monsieur, pour le débrief du journal.